Yo les bros. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le chapitre 956 de One Piece. J'aimerais en faire une grosse review en parlant de chaque petit point avec détail, mais c'est un passage en particulier qui m'a vraiment intéressé. Donc je vais quand même aborder rapidement les points notables avec un peu plus de profondeur que je l'ai fait avant-hier, mais tout sera surtout basé sur un seul personnage, Barbe Noire. Oui. Encore lui. Dans ma première petite review, je pensais que son désir de récupérer une certaine chose avant la marine était en réalité le Road Poneglyph de Big Mom sur Whole Cake Island, vu que celle-ci est actuellement sur Wano Kuni. Cependant, il y a quelques incohérences que l'on va corriger pour mettre en avant plusieurs possibilités, comme par exemple l'obtention d'un nouveau fruit pour Barbe Noire, ou même, et surtout, carrément une arme antique. On va voir ça, mais avant toute chose, revenons très rapidement sur les autres événements. Donc Garp nous donne son avis sur le monde actuel, la politique, mais surtout la rêverie. Il nous explique que d'après lui, tant que le sang ne coule pas, il peut appeler ça la paix. Sauf qu'il rajoute tout juste après: cette fois-ci, ce n'était pas bon. Donc le sang a sans doute coulé durant la rêverie. La suite ne fait que confirmer cette hypothèse puisqu'il enchaîne avec une terrible nouvelle. Après la fin de la rêverie et leur départ, un incident a eu lieu avec le royaume d'Alabasta. La première pensée de Shirahoshi suite à cette annonce est la suivante: c'est la princesse Vivi. Et donc, si on mélange un peu ce qui a été dit, Vivi aurait donc été assassinée. Enfin, assassiner est un bien grand mot car c'est un peu plus compliqué. Nous apprenons juste après, par Morgan Big News, qu'il y a eu des morts mais aussi une tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat que le gouvernement a d'ailleurs essayé de camoufler en contrôlant le média, ce qui prouve qu'ils ont donc quelque chose à voir dans cette affaire. Il se peut donc que Vivi ait survécu à cette tentative, car je dois avouer avoir du mal à la voir mourir, surtout de cette façon. Cependant, d'un côté, j'imagine mal mal exécuter l'assassinat d'une simple princesse sur son territoire avec toute la puissance militaire à disposition. Bref, s'il lui arrivait quelque chose, au mieux elle est blessée, au pire elle est morte. Voilà, bon. Et alors il reste Cobra, il faut pas oublier qu'il est malade et qu'il commençait à déranger sérieusement le Gorosei, qui le traitait par ailleurs de traître, lui et sa famille, puisque les Nefertari sont les seuls membres fondateurs du gouvernement à ne pas vivre sur Marie-Joise, comme les autres. Cependant, j'ai beaucoup plus d'éléments me laissant penser que Vivi est bel et bien la victime, même si Cobra est un candidat de choix. Déjà, elle était la cible d'Im. Au chapitre 908, le Gorosei évoquait le besoin de faire une grande purge. La page d'après, nous les retrouvons agenouillés devant Im qui tenait une photo de Vivi en lui demandant quelle lumière de ce monde devait disparaître. La coïncidence est donc quand même assez grande, on va pas se le cacher, et déjà à cette époque je pointais du doigt le fait que Vivi et Alabasta soient liés à Pluton vu la présence du poneglyphe indiquant son emplacement dans le tombeau familial des Nefertari. Ce lien qu'elle aurait avec l'arme antique, peut-être sans qu'elle le sache réellement, aurait donc raison de sa sécurité puisque le gouvernement, en particulier Im, voit en elle un danger et souhaiterait l'éliminer. Cette impression que j'avais était multipliée par la présence de Shirahoshi sur les affiches que tenait Im, qui est donc l'arme antique Poséidon, ainsi que de Luffy et Barbe Noire. Ensuite, j'en avais parlé l'année dernière dans une vidéo dédiée, mais un foreshadowing de 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement, sous-entendait déjà qu'il allait arriver malheur à Vivi. Igaram l'a averti d'éventuels dangers auxquels elle pourrait s'exposer sur le chemin de la rêverie. Un oiseau qui la kidnappe, un sniper qui lui tire dessus, ou encore une comète lui tombant sur la tête. Toutes ces choses pouvant être reliées d'une façon ou d'une autre aux événements de la rêverie. L'oiseau qui la kidnappe aurait pu être Karazu, le corbeau des révolutionnaires. Le sniper qui lui tire dessus peut faire penser à Van Augur, le tireur d'élite de l'équipage de Barbe Noire, mais aussi un éventuel assassin qui aurait pu justement cibler Vivi. Et bien sûr la comète Fujitora. Naturellement. Donc, sans mauvais jeu de mots, sa venue à la rêverie n'était pas de très bon augure. Bref, voilà, je pense que ça paraît assez logique, mais c'est cool d'éclaircir un peu le sujet et d'essayer d'en déduire des éléments un peu plus concrets. Pour l'instant, je ne pense pas qu'elle soit morte, pour tout vous dire, car ce n'est pas elle qui a fait la une des journaux, mais bien Sabo. On en vient à cette partie délicate. La réaction des différents personnages liés de près ou de loin à Sabo, suite aux nouvelles informations du journal, est totalement tragique. Il semble que Sabo soit l'une des victimes mentionnées plus tôt par Morgan Big News. En effet, nous pouvons traduire par la réaction successive des révolutionnaires Makino et Dadan que quelque chose de terrible est arrivé à Sabo. Au début, je pensais à une capture, mais ça ne correspond pas avec la panique des révolutionnaires. La news est, je pense, vraiment concrète. Le deuxième commandant révolutionnaire a été tué dans une bataille l'opposant aux amiraux. Une fois encore, on en revient à une théorie qui date d'il y a 3 ans où j'analysais justement un color spread en donnant la conclusion suivante: tout comme Ace, la mort de Sabo et sa capture a été prédite et annoncée par Oda. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir avec ce commentaire, qui date d'il y a aussi 3 ans, je pensais qu'il agirait comme un otage, une sorte de monnaie d'échange et serait utilisé par le gouvernement comme moyen de pression sur les révolutionnaires. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, on se doute que Sabo n'est pas réellement mort une fois de plus, cependant, pour que les communications soient coupées,
il se peut effectivement qu'il ait été capturé. La dernière fois que les commandants révolutionnaires avaient été mentionnés, c'était au chapitre 925, par Barbe Noire qui disait bien qu'un combat entre eux et les amiraux avait eu lieu. Il se peut donc que ça ait mal tourné par la suite et que leur tentative de récupérer Kuma ait échoué. En tout cas, il est clair que Sabo est dans une situation très délicate, car dites-vous que la nouvelle de sa présumée mort n'est pas contrôlée par le gouvernement, mais bien volontairement écrite par Morgan's Big News. Ce qui veut dire que ses sources sont un minimum fiables. Il n'a pas l'air de vouloir donner de fake news, encore moins dans ce chapitre. Bref, j'espère juste qu'on va pas avoir droit à un Ace 2.0 qui va se faire capturer, exécuter, avec Luffy qui part à la rescousse, etc. D'un côté, ça confirmerait totalement ma théorie, mais scénaristiquement parlant, ça serait juste pas ouf. On en vient enfin à la partie et la théorie sur Barbe Noire. Alors toujours dans la continuité des réactions suite à la nouvelle sur Sabo, nous voyons celle de Doflamingo et Barbe Noire qui semblent très amusés bien évidemment de la situation. Alors pour être honnête, rien ne dit qu'ils réagissent directement à cette information précisément, donc celle de Sabo. C'est ce qu'on peut penser au début car nous avons justement eu la réaction successive des révolutionnaires, Stelly, Makino ainsi que Dadan et les autres. Ce sont des personnages qui sont forcément très liés à Sabo, donc c'est normal de les voir après une nouvelle pareille. Or, concernant Doflamingo, il se peut qu'il réagisse tout simplement aux autres nouvelles en général, donc tentative d'assassinat, abolition des Shishibukai, etc. Ce qui nous intéresse, c'est Barbe Noire. À quoi réagit-il? Sa phrase est très importante. Préparez les navires, la marine ne croit quand même pas que je vais leur laisser ça. C'est moi qui vais m'en emparer. Je pensais dans un premier temps qu'il pouvait s'agir du Rod Poneglyph, donc comme je disais de Whole Cake Island, puisque Big Mom est actuellement sur Wano Kuni et dans ce même chapitre, c'est une info qui est communiquée justement aux marines. Sauf que ça tient pas forcément puisque l'info n'a pas été communiquée aussi tôt dans le chapitre. Donc on balaye cette idée pour l'instant car deux possibilités sont peut-être plus intéressantes. Si Barbe Noire réagit directement à la nouvelle de la mort de Sabo, la chose qu'il voudrait récupérer serait donc naturellement son fruit du démon, le Mera Mera no Mi, qu'il convoitait déjà sur Dressrosa. N'oubliez pas, pendant l'ellipse, l'équipage de Teach est devenu expert dans la chasse d'utilisateurs de fruits du démon, donc ils auraient toutes les raisons possibles de vouloir s'emparer d'un fruit aussi puissant que celui du Mera Mera no Mi. C'est une hypothèse qui est totalement valable mais qui a aussi des failles. Déjà ça sous-entendrait que Barbe Noire est assez bête pour croire à la mort de Sabo aveuglément. Si on part du principe que le gouvernement l'a fait passer pour mort, Teach aurait donc pas réfléchi à l'éventualité d'un coup monté qui se cacherait derrière. Venant d'un personnage aussi intelligent que lui et aussi finalement fourbe, ça me dérange un petit peu. Même les révolutionnaires cherchent à confirmer l'information avant d'agir d'une quelconque manière. Ensuite, il mentionne la marine en disant qu'il ne leur laisserait pas cette chose. Sauf que la marine n'a pas grand intérêt à prendre le Mera Mera no Mi, c'est plutôt justement le gouvernement mondial qu'il faudrait mentionner dans ce cas-là. Puis sa façon de dire « je vais m'en emparer », comme si c'était pour son utilisation personnelle alors que ce fruit irait pourtant sans aucun doute à Jesus Borges, me paraît assez bizarre. D'ailleurs il tient le même discours dans les traductions anglaises, « je vais le prendre pour moi-même » ou « je le prendrai en premier ». Je pense donc que oui, il se peut qu'il aille chercher le Mera Mera no Mi, c'est totalement probable, cependant on en vient justement à ma deuxième hypothèse qui correspond peut-être mieux, ça dépend, il va chercher une arme antique, notamment celle de Pluton. Souvenez-vous, l'année dernière, quand j'avais théorisé sur Im et la possibilité qu'elle ou il soit Uranus, j'avais insisté sur le fait qu'à mon humble avis, la disposition des armes antiques serait de façon à ce que Luffy en ait une, Poséidon, le gouvernement en est une, Uranus, et Teach en est une, Pluton. J'avais aussi dit que si Im avait donc en sa possession l'avis de recherche de Teach, Luffy ainsi qu'une photo de Shirahoshi et Vivi, ce n'était pas pour rien et qu'ils avaient tous un point commun, justement un lien avec une arme antique. N'oubliez pas, Vivi et les Nefertari cachent dans leur crypte familiale le poneglyphe révélant la position de Pluton, que Nico Robin n'a toujours pas daigné nous en informer au passage. Ce même clan Nefertari considéré comme traître car il s'agit de la seule famille fondatrice du gouvernement mondial à ne pas s'être installée avec les autres sur Marie-Joise. Donc quand la nouvelle sur la tentative d'assassinat ou le meurtre de Vivi a été dévoilée dans le journal, Teach et son sans aucun doute large réseau d'informations a pu vouloir prendre l'initiative de récupérer le poneglyphe menant à Pluton. Et vous allez me dire, oui mais Teach n'a pas forcément connaissance d'un poneglyphe indiquant la position de Pluton et encore moins sur Alabasta. Oui, mais après tout, un simple crocodile a usé de ses pouvoirs de Shishibukai pour mettre la main sur Alabasta et découvrir son poneglyphe. Il s'agit pas là d'une information qu'un Yonko ne pourrait absolument pas avoir. Au contraire, les Yonko sont encore mieux informés que les Shishibukai. En plus, c'est marrant, dans ce chapitre, on est parfaitement dans le thème des Shishibukai manipulateurs et des événements liés à Crocodile sur Alabasta. Ça tombe bien. Donc, étant donné que ce poneglyphe à Alabasta donne toutes les informations sur Pluton ainsi que son emplacement, je pense que Barbe Noire va s'y rendre pour le récupérer et récupérer cette arme antique. N'oubliez pas les amis, à cause du chiffre 3 qui l'accompagne de partout, Teach est largement comparé au Cerbère, le chien de la mythologie grecque,
à 3 têtes gardant l'entrée des enfers. Enfers qui sont donc contrôlés par Hadès, dieu des morts et frère aîné de Poséidon pour les Grecs, mais aussi appelé Pluton par les Romains. Et oui, ça commence à faire beaucoup. Tout coïncide pour que Pluton soit détenu par Teach. Donc le plan de Teach, après avoir découvert ce qui se passe autour de Vivi, prendrait la mer pour Alabasta afin de récupérer ses précieuses informations. Mais ce n'est pas fini. Un personnage est beaucoup trop oublié dans cette équation, Shanks le Roux. Je l'ai toujours dit, je pense que l'entretien que Shanks avait demandé au Gorosei concernait Barbe Noire. Il est venu les mettre en garde que ce dernier se rapprocherait dangereusement soit d'une arme antique, soit de l'accès à Raftel. Maintenant que Barbe Noire va réellement bouger, si on suit ma théorie, Shanks ainsi que le gouvernement vont le surveiller, voire même l'intercepter. Il se peut alors que Teach tombe dans un piège, un scénario orchestré par Shanks en lien avec le Gorosei, afin d'empêcher le Yonko d'encore gagner en puissance et de l'arrêter dans sa course folle. Qui sait ? Peut-être qu'un deuxième clash entre empereurs aura lieu, mais que cette fois-ci, il opposera Shanks à Teach. Un combat qui mettra peut-être fin à cette vieille rancune présente entre ces deux monstres de puissance. En tout cas, c'est fou ce qu'une simple case dans un si gros chapitre peut laisser imaginer. Typiquement tout ce que j'aime chez One Piece. Alors ce n'est qu'une théorie, je peux bien évidemment me tromper, mais je suis persuadé que tout est lié à Pluton, à Vivi et à Teach. Ça expliquerait énormément de choses et pourrait même lever l'ombre sur beaucoup de mystères. Si je veux aller encore plus loin et chercher un petit peu des liens de partout, Pluton était un navire de ligne de la marine française en 1805. Qui a joué d'ailleurs un grand rôle dans de nombreuses batailles, notamment la reprise du Rocher du Diamant et la fameuse bataille de Trafalgar. Maintenant, si on fait un lien avec One Piece, le Rocher du Diamant serait une éventuelle référence à Diamond Jaws et sous-entendrait que Barbe Noire irait récupérer son prestigieux fruit du démon pour l'un des membres de son équipage, si ce n'est pas déjà fait. Et la bataille de Trafalgar me fait penser à la bataille qui va se dérouler sur Wano Kuni contre Kaido, qui a pour l'origine justement l'alliance que Trafalgar Law a conclue avec les Mugiwara pour vaincre l'empereur. Diamond, Rocher du Diamant, bataille de Trafalgar, Trafalgar Law. Vous savez que je suis partisan de l'idée que Teach va apparaître durant la guerre de Wano Kuni. Et il se pourrait que ce soit réellement le cas et que, qui sait, le Yonko pourrait peut-être débarquer avec la fameuse arme antique. Ma vidéo pourrait se clore ici, cependant j'avais un petit détail à rajouter sur l'une des autres grosses révélations du chapitre, la présence d'une unité secrète au sein de la marine appelée Sword. Alors que Kobe et Drake en font partie à notre plus grande surprise, le but est désormais d'imaginer les autres potentiels membres. Déjà, Aokiji est sans doute l'un des plus cotés pour être infiltré pour la marine. Tout comme Drake avec Kaido, il pourrait avoir rejoint l'équipage de Teach afin d'espionner pour le compte de la marine les faits et gestes du Yonko. Chose qui va faciliter son arrestation en direction d'Alabasta. Ensuite, nous avons Garp, mentor de Kobe. Il semblerait logique qu'il en fasse partie, c'est peut-être même lui qui est à l'origine de recruter ou de former les potentiels recrues à la hauteur de cette unité d'élite. D'ailleurs, on pourrait aussi parler d'Hermep. Bogart, l'un des officiers qui traînait avec Garp à l'époque, et semblant être particulièrement compétent, pourrait aussi faire partie de cette unité d'élite. Smoker, ça m'étonnerait, sinon sa rencontre avec Aokiji, qui est un candidat de choix dans cette théorie, et leur échange aurait été différent. Par contre, un personnage étonnant pourrait bel et bien en faire partie. Akainu. Et oui, j'ai carrément zappé d'en parler dans ma review, mais lorsque j'avais lu les spoils du chapitre la veille de sa sortie, la mention d'un groupe nommé Sword au sein de la marine m'a fait penser à cette cover avec Akainu, torse nu dévoilant ses tatouages. Un en particulier m'a intrigué puisqu'il s'agit d'une épée, pointée vers le bas sur son bras. Alors il se peut que ce soit un hasard, mais c'est un hasard que je voulais quand même relever, d'ailleurs je suis pas le seul à l'avoir noté puisque Neto en a aussi parlé sur Twitter. En tout cas, je suis impatient de découvrir les autres potentiels membres de cette unité et de surtout voir leur champ d'action. Mais en réalité, c'est toute la suite en général qui m'intéresse. Je pense qu'au prochain chapitre, nous aurons encore le droit à quelques infos liées à la rêverie, puisque l'acte 3 de Wano Kuni n'a pas encore commencé dans le chapitre 956. Donc si cet acte ne commence pas en début de chapitre prochain, nous aurons sans aucun doute de nouvelles infos très croustillantes. Bon, en tout cas je pense avoir tout dit, j'espère que cette vidéo, review, théorie ou je ne sais pas trop quoi, vous aura plu les bros. Si c'est le cas, un petit pouce bleu me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, passez un bon week-end et portez-vous bien. Peace.